Salut à vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la notion de cas-socialisation. La cas-socialisation, notion que je vous avais promis d'étudier un petit peu, et c'est parti pour ça. Alors, quand on parle de cas-socialisation, de quoi on parle? En fait, on parle de la production sociale de cassos, et on parle de la... Ben tiens, de quoi on parle? En fait, on parle de trois choses. On parle d'une manière de parler, d'un fait social. Nous sommes la société dans laquelle nous décrivons une bonne partie des gens qui font partie du pays de Cassos. Donc voilà, on va d'abord travailler sur cet adjectif disqualificatif. Comment se fait-il qu'on parle de certaines personnes en ces termes et qu'est-ce qu'on met sous ce terme-là? Je vais ensuite envisager la notion de Cassos comme un outil de maintien de l'ordre. La cassocialisation comme un outil de maintien de l'ordre. Et troisième point, je vais vous proposer de réfléchir à la cas-socialisation dans le fond comme un programme politique, c'est-à-dire comme une manière pour nous de distinguer radicalement les programmes politiques entre eux en regardant quels sont les programmes qui engagent plus de cas-socialisation et quels sont les programmes qui, au contraire, permettraient de lutter contre ça. Bien, alors on commence. Première précaution, je ne vais pas travailler ni sur une caractérisation des cassos, ni sur la manière dont l'État ou les institutions travaillent directement sur les personnes identifiées comme cassos. J'ai fait ça plutôt comme métier, faire des terrains en regardant comment des évaluateurs, des évaluatrices, des assistantes sociales travaillent avec des cassos. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est de travailler sur l'insulte cassos, sur notre manière, à nous, peuple français, par exemple, d'identifier des gens comme ça et d'en parler comme ça. Alors ce mot-là, les cassos, les cacas, les sosos, les cassos, est entré dans le sens commun. On l'utilise à tout bout de champ. En un sens, tout le monde connaît un cassos, tout le monde a un cassos pas très loin de chez lui, et tout le monde peut devenir cassos à tel ou tel moment. Et cette crainte peut même toucher des gens dans des positions sociales très élevées, puisqu'ils peuvent réellement le devenir. Alors, qu'est-ce qu'on décrit chez le cassos par ce mot-là? Le cassos, c'est quelqu'un qui détonne d'une manière ou d'une autre. Il a un chien qui fait trop de bruit, il ou elle a trop d'enfants, il ou elle a des habits trop larges ou trop serrés, il ou elle a une bière à la main parfois, mais ne la tient pas de la bonne manière, et puis c'est de la bière pas chère. Il ou elle a une coupe de cheveux qui ne nous revient pas. Qu'est-ce que c'est encore? Il ou elle est soupçonné de maltraiter ses enfants ou de ne pas savoir comment faire avec ses enfants. Il ou elle détonne. À travers cette situation où on détonne, on va qualifier le cassos de cassos parce que on le soupçonne d'une certaine manière de plus être aux commandes de sa vie et d'être totalement dépendant des systèmes sociaux pour survivre, de l'assurance sociale, de l'assistante sociale, des différentes institutions qui veulent suivre. Le cassos, c'est en quelque sorte quelqu'un qui est déchu de sa citoyenneté, il devient mineur. Il est mineur parce qu'il n'est pas aux commandes de sa vie. Il n'est pas aux commandes de sa vie, il n'est pas normal. Bon, dans le parler français, on décrit littéralement ça avec le mot cassos. Quelqu'un qui n'est pas fiable, en qui dans le fond on ne peut pas avoir confiance. Quelqu'un dont on imagine un effondrement intérieur parce qu'il vit sous l'autorité tutélaire d'une assistance sociale, de la CAF, d'une autre institution, de France Travail, peu importe. Il est en un sens illégitime dans le droit à réclamer de nouveaux droits. Être cas-socialisé, être nommé, identifié comme un cassos, comme je disais, c'est être déchu de la concitoyenneté. On sort. Alors, c'est intéressant parce que cette manière de penser déploie une violence sociale dont les personnes stigmatisées par ce mot souffrent. Ce risque, ce sentiment de pouvoir être identifié comme un cassos peut être vraiment vécu comme une crainte, une angoisse continue et une discrimination qui marque dans leur chair les gens qui en sont frappés. Et il y a quelque chose d'étrange, de paradoxal dans cette formule-là, parce que si le rebut de la société, si le cassos, c'est quelqu'un qui dépend totalement des institutions d'assistance sociale pour la conduite de sa vie,
et qui a un comportement social anormal, alors qu'est-ce que c'est que la bonne personne? Qui est pas Cassos? Ben, dans le fond, n'est pas Cassos la personne qui ne pose pas problème aux institutions, la personne qui ne fait pas de vagues, la personne qui entre bien dans la ligne, la personne conformiste. Euh, dans le fond, la personne qui ne pose aucun problème technique à l'administration technique. Pour le dire encore autrement, le Cassos, c'est celui ou celle dont la pauvreté, la douleur, les difficultés dans la vie sont réduits à des problèmes techniques d'encadrement et qu'on va résoudre par certains types d'encadrement. Voilà. Et on traite ainsi comme des cas individualisés un nombre très important de personnes. Alors, et surtout, on maintient sous la menace de cas socialisation un grand nombre d'autres personnes, toutes celles et ceux qui peuvent avoir besoin à un moment donné ou à un autre de recourir à la solidarité nationale. Bon, ceci est posé. Maintenant, n'incriminons pas trop vite le sens commun. C'est-à-dire que qu'est-ce que cette espèce de cruelle intelligence collective soulève avec cette insulte? Alors, dans le fond, notre sensibilité collective, notre langue, parle ici d'une situation devenue de plus en plus commune et dans laquelle des individus démunis de toute ressource individuelle, des individus qui sont très peu capables de se débrouiller parce que, par exemple, ils ne peuvent pas produire leur nourriture, ils ne peuvent pas produire leurs vêtements, ils ne peuvent pas produire leur maison, contrairement par exemple à des personnes très pauvres ou marginales au 15e, 16e, 17e, 18e, début du 19e siècle. Les grandes cités industrielles et leurs banlieues, ce mode de production capitaliste industriel qu'on vit aujourd'hui en France et dans d'autres pays, mais là on parle de la France, produit des situations dans lesquelles les solidarités familiales sont explosées, les capacités individuelles de production d'outils de vie sont explosées, et donc le maintien dans la dignité dépend de la bonne intégration à l'administration, au système d'administration de la pauvreté. En d'autres termes, les institutions d'assurance sociale, d'assistance sociale. C'est là que se trouve une forme non violente ou différemment violente de maintien de l'ordre. Puisque le Cassos, la Cassos sont complètement mis sous tutelle, ça c'est un maintien de l'ordre, littéralement, mais par ailleurs, tous ceux qui sont sous la menace de la cassocialisation sont menacés de sombrer dans la déchéance dès lors qu'ils ne sont pas exactement dans la ligne, dans le bon comportement, dans la bonne attitude par rapport à la prise en charge technique de leur cas par telle ou telle institution de solidarité sociale. Alors, la forme contemporaine de marginalisation par la cassocialisation et les institutions qui vont avec ont leur histoire. J'ai pas le temps de la brosser. Ça part du début du XXe siècle. On a des institutions d'assistance sociale qui naissent autour de la protection de l'enfance, autour de la protection contre la maladie. D'une certaine manière, la société se protège d'elle-même à travers ces institutions-là, qui sont progressivement renforcées. Pour moi, il y a un espèce de mouvement montée-descente. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a de plus en plus de solidarité qui se construit avec un sommet de solidarité sociale au moment du programme du CNR et de la mise en place du programme du CNR progressive, et où on a par exemple des institutions d'assurance chômage, d'assurance maladie qui se créent, et dans lequel on n'est pas du tout dans la mendicité ou dans la prise en charge du déchu, etc. On est beaucoup plus dans l'idée que les travailleuses, les travailleurs cotisent pour eux-mêmes et gèrent indépendamment, de manière indépendante, ces caisses. Et puis on a une lente dégradation de ce système-là. C'est-à-dire que on va passer de caisses gérées par des travailleurs et des syndicats vers un système dans lequel l'État contrôle les grands corps de l'assurance sociale, l'État et le patronat. C'est aussi une pratique de dégradation systématique symbolique de l'allocataire, du demandeur d'emploi. C'est une emprise croissante des services sociaux qui viennent se substituer à l'Église et à la famille dans la prise de décision des individus par rapport à une situation de pauvreté. C'est, sur un tout autre sujet, mais très lié par son caractère lui aussi libéral, le renoncement aux politiques de l'emploi.
C'est-à-dire que je ne te propose pas un emploi, je ne crée pas la possibilité d'un emploi pour toi, dit le libéral, ce serait contre l'euro, contre le traité de Maastricht, je t'alloue un cadre contraignant dans lequel tu auras à peine les moyens de survivre avec une prime d'indignité. Et c'est ça qui est vraiment fort. C'est l'idée que les démocraties libérales de marché ont créé un système dans lequel le peu de solidarité qui s'exprime, dans le fond, le rebut de solidarité qui s'exprime, consiste à un cadre contraignant dans lequel les individus euh, ont à peine les moyens de survivre avec une prime d'indignité. En plus. Alors, là, vous voyez que une double tenaille se met en place. Enfin, pardon, une tenaille, en fait, se met en place. Dans les formes modernes, par exemple, de prise en charge des situations économiques de détresse, quelle est la double tenaille? D'une part, un contrôle social à travers les procédures, les rendez-vous, les contrôles, les visites, les examens, les rendez-vous téléphoniques, les évaluations, les assistants sociaux, évaluateurs, évaluatrices, CCAS et autres services sociaux, et le contrôle que va pouvoir exercer le bailleur social, mais ça va aussi être le contrôle social par les ONG qui distribuent de la nourriture alimentaire, du nombre de fois où on est venu, avec contrôle d'identité quand on fait la queue pour la soupe. Donc c'est voilà, un contrôle à travers une multiplication des procédures qui demandent aux personnes en situation de marginalisation, de pauvreté, de difficulté, de faire une performance sociale de mise en conformité avec les attentes de l'institution. Bon, là encore, on considère la pauvreté, le problème de la vie, comme un problème technique à gérer par des institutions qui imposent des solutions techniques et des procédures de plus en plus lourdes et contraignantes et humiliantes et dégradantes à des personnes dans la difficulté. En d'autres termes, en guise de solidarité, on met en place un système de contrôle et on exige une performance sociale de mise en conformité, une mise au pas littéralement du comportement de l'individu. Pour quoi? Donc le contrôle pour quoi? Deuxième bout de la tenaille, une précarité maintenue au niveau précis de la ligne de flottaison. On n'est pas dans un système dans lequel il y aurait un salaire à vie et la mise en conformité permettrait de se maintenir à un salaire digne. On est dans des systèmes dans lesquels, suite à des batailles monstrueuses, les individus arrivent à avoir 250, 500, 700, jusqu'à 1000 euros par mois. Et donc c'est bien ce que je dis, c'est qu'on maintient les gens très exactement à la ligne de flottaison, à l'endroit où ils ne meurent pas tout de suite de faim. Encore pas dans tous les cas. Alors, j'ai utilisé le mot maintien, et c'est probablement le mot le plus important. C'est à ça qu'on reconnaît dans le fond un dispositif de cas socialisation, ou un dispositif cas socialisant, c'est que la réhabilitation n'est jamais la perspective. Le but est le maintien dans une ligne de flottaison. Et quand bien même vous me parleriez de retour à l'emploi à travers des procédures pour mettre les personnes au RSA dans une activité obligatoire qui leur permettrait de remettre le pied à l'étrier, ce qu'on leur propose, c'est de tomber de Caraïbes dans Scylla, c'est-à-dire de vivoter avec la solidarité sociale, puis de vivoter de la solidarité sociale en travaillant gratuitement pour atteindre quoi? Et bien dans le fond, un job la plupart du temps extraordinairement mal payé et à partir duquel on va rester exactement à la lisière sur la ligne de flottaison. Il n'est pas question, par exemple, de produire une politique de l'emploi qui permettrait aux gens de travailler pour des salaires dignes, etc., etc. Non, ça, on ne fait pas ça. On maintient la pression sur le marché de l'emploi, on maintient dans des... Voilà, parce que selon les courbes de Phillips, si on réduisait trop le chômage, ça créerait de l'inflation, et l'inflation c'est mal, etc., etc. Alors, on a donc identifié une forme de maintien de l'ordre qui se déploie par un contrôle social renforcé, une procédure, une performance de procédurier, une performance administrative exigée extraordinaire, la menace d'une cas socialisation, c'est-à-dire d'une déchéance de citoyenneté en cas d'échec dans la performance administrative, d'un côté, et de l'autre, le maintien de toute une population française
juste sur la ligne de flottaison de la survie financière. Une fois qu'on a dit ça, on peut aussi quand même juste comme ça faire un tout petit détour en remarquant que la casocialisation vise surtout les jeunes adultes. Elle vise surtout les jeunes adultes parce que ils mettent du temps à rentrer dans l'emploi, c'est aussi eux les jeunes parents, c'est eux qu'on va surveiller le plus. Je dis ça vraiment en doigt mouillé, mais c'est un sentiment. Pourquoi? Parce que quand je suivais des travailleurs sociaux dans l'évaluation de personnes âgées à domicile, euh, c'est pas Cassos qui venait. Le vieux, on l'épargne un peu. C'est un cas. C'est un gars bizarre, c'est un petit vieux tordu, c'est un vieux fou, c'est une vieille folle. C'est pas un cas social. Ça venait beaucoup moins. On n'arrive pas à s'en occuper. J'ai appelé ma collègue de la MSA, mais moi j'ai fait le tour. Et pourtant, des cas qui, s'ils avaient été jeunes, auraient immédiatement identifié comme des cas sociaux. Bien. Donc, on pourrait dire que dans le fond, une fois que les personnes sont devenues par elles-mêmes inoffensives par leur grand âge, on les menace plus de la déchéance de la casocialisation. Voilà. On refuse, on rechigne à frapper de culpabilité ou d'indignité les vieux cassos, parce que dans le fond, voilà, il y en a plus besoin, ils rentrent déjà trop bien dans les cases et les trappes de l'aide sociale. Comprenez-moi bien, j'ai rien contre la solidarité sociale, bien au contraire. Mais j'essaye de distinguer, par exemple, un processus émancipateur, par exemple le salaire à vie, d'un processus où, au contraire, on va renforcer le niveau de casocialisation, comme par exemple, je sais pas, le revenu universel de base, où d'un seul coup, au lieu d'avoir affaire à un employeur ou à une institution, on va avoir affaire en même temps à des instances qui vont donner de l'allocation et un employeur qui va pouvoir payer au rabais. Vous voyez, voilà. Donc, je passe à ma troisième partie, la casocialisation comme projet. Moi, je vous dis que dans le fond, le trébuchet pour reconnaître toute politique sociale anti-nous, toute politique libérale qui substitue la désubjectivation, l'objectivation à l'émancipation, qui immobilise plutôt que de libérer, qui stigmatise plutôt que de rendre la dignité, qui fixe les gens dans une situation inextricable plutôt que de donner des marges de manœuvre, qui sépare les cas. Le cas social, c'est un cas social, plutôt que de rassembler, qui trivialise et technocratise la solidarité, la vidant de toute substance et donc de tout effet d'intégration et d'amour à travers le geste de solidarité, relève de la casocialisation. Je veux dire, c'est assez simple ce que je viens de dire sur l'intégration. Est-ce qu'on n'est jamais solidaire d'une administration bureaucratique ou à travers une administration bureaucratique sans visage et qui vous traite comme un chiffre? Vous êtes, vous, déjà senti appartenir au corps bien uni des bénéficiaires de l'APL, hein? Avez-vous déjà revendiqué fièrement l'appartenance au groupe des personnes relevant de telle ou telle allocation? Non. En fait, c'est quelque chose qui sépare, qui divise et qui met les gens en situation de fragilité. Bien. Donc, voilà. Dans le fond, on se retrouve dans des situations, et c'est ça la casocialisation, dans laquelle à la sauvette, la boule au ventre et la honte au front et l'ego en berne et l'estime de soi à la ramasse, on pointe au guichet, comme l'exige, non pas le protocole, mais l'esprit du protocole. Bien. Dans le fond, la casocialisation est un plafond de verre entre, d'un côté, le sujet et sa pleine et entière citoyenneté. C'est une dégradation civique, économique et morale, sociale, mais aussi et surtout civique. Il faut bien comprendre l'intérêt que ça a pour un pouvoir. Une armée de cassos ne forme pas une classe sociale, elle ne forme pas une classe populaire, une classe prolétaire, une classe opprimée. Elle forme le symbole d'une menace pour ceux qui sont juste au-dessus de la casocialisation et donc une invitation au maintien de l'ordre. Elle forme par ailleurs un groupe qui ne peut pas se permettre la moindre virgule de déviation par rapport à ce qui est ordonné par une administration. Bien. Dans le fond, une société casocialisante, c'est une société dans laquelle le défaut de solidarité est organisé et revendiqué, et où
les scories de solidarité qui sont déployées sont réservées avec dégoût à celles et ceux qu'on humilie, qui ont des choix parce qu'ils ont mal performé dans la mise au pas administrative de leur cas. Et on pourrait imaginer d'ailleurs que cette histoire de dégradation de la solidarité soit le dernier sous-produit de la cassocialisation. Une société dans laquelle il y a des cassos, c'est-à-dire des gens qu'on appelle comme ça, c'est-à-dire une manière d'appeler les gens comme ça, c'est-à-dire une manière de penser que je viens de décrire, c'est une société dans laquelle on a trivialisé au dernier morceau la solidarité. Bien. Dès lors que vous voyez dans un programme politique, par exemple, qu'on va créer tel ou tel dispositif, telle ou telle machine à gaz, telle ou telle manière d'apporter un soutien que si et seulement si la personne s'engage à faire une procédure et s'engage à rentrer dans un cadre et s'engage à etc., etc. Vous savez que vous êtes dans de la fabrique à cassocialisation et dans une trivialisation de la solidarité. Dès lors que la pauvreté est traitée comme un problème technique, comme un problème de comportement à mettre au pas grâce à des protocoles techniques, vous êtes exactement dans la même veine. Et dans le fond, il est peu de partis qui peuvent échapper à cette critique. Peu de partis, dans le champ de la politique française, qui aujourd'hui proposent, par exemple, d'améliorer la possibilité de subjectivation pour les pauvres, d'améliorer, par exemple, pour les personnes qui sont en situation sociale difficile, l'exercice de leur droit à la citoyenneté. En fait, je ne sais pas s'il y en a. Et je ne sais pas s'il est des partis qui, en quelque sorte, ont intégré cet enseignement fondamental du moment gilet jaune, qui est que la première soif qui s'exprime et qui transcende complètement les conflits qui peuvent fracturer les classes populaires, la première soif qui unit les gens qui se sont rassemblés sur les ronds-points, c'est celle d'atteindre à la dignité, de pouvoir dire son avis, de pouvoir parler de sa vie, de pouvoir parler politique sur la place publique et de pouvoir, pour cette occasion, faire cesser les flux, ralentir les flux et parler à cet endroit-là. Voilà. Eh ben, j'en ai fini avec cette notion. J'espère qu'elle pourra vous servir. Voilà. Essayez de réfléchir à partir de la rencontre avec telle ou telle personne parlant de tel ou tel cassos ou avec telle ou telle personne que vous percevez comme ça. Essayez de tirer le fil vers ce que c'est qu'une politique de cassocialisation, qui est très spécifique. Il ne s'agit pas seulement d'une politique de pauvreté, il ne s'agit pas d'une politique de stigmatisation, il ne s'agit pas uniquement d'une politique de contrôle social ou de police sociale, c'est l'ensemble des trois réunis. Et cette forme de maintien de l'ordre est, je le crois, revendiquée de manière discrète par la quasi-totalité des partis politiques sur la place française. Bien. Bah écoutez, c'était un peu dense comme reprise de contact. J'espère que c'était compréhensible et que ça vous aura apporté quelque chose. Sur ce, je vous souhaite une bonne suite et salut tes joies.